Claire Berest. Bonjour. Alors c'est un plaisir de partager quelques minutes précieuses avec vous. Je vous ai découverte avec Gabrielle, un livre passionnant que vous avez écrit avec votre sœur Anne Berest. Gabrielle, votre arrière-grand-mère, Gabrielle Buffet-Picabia, la femme du célèbre peintre Francis Picabia. Aujourd'hui, nous allons parler de votre dernier livre. L'épaisseur d'un cheveu. Voilà, qui est le 7e. 7e roman, 9e livre. J'ai 2 essais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman noir ? On peut dire que c'est un roman noir. Moi, j'aime bien aussi l'idée d'un roman psychologique. On creuse la psyché de l'autre. Donc c'est aux éditions Albin Michel. Alors, pas de surprise justement dans ce livre. Dès les premières lignes, on sait que le personnage principal, Étienne, va tuer sa femme 3 jours plus tard. Oui. Alors, première question, est-ce que vous arrivez à résumer votre roman en 3 mots-clés ? Ouh là là. Le déraillement, amour, bascule. Parfait. Étienne, son prénom, c'est un hommage à Étienne de Greff, qui est un criminologue du début du XXe siècle, et dont un des livres où il réfléchit à l'homicide conjugal, qui s'appelle Amour et crimes d'amour, était un livre important dans mes recherches. Et en fait, ce livre était important, il était sur mon bureau, je l'avais lu plusieurs fois. Et donc, à un moment donné, quand j'ai commencé à concevoir les personnages, j'ai pris Étienne, parce que Étienne de Greff. Le Chevalier, parce que c'est son nom de famille, je l'ai lu quand je sortais de la bibliothèque de l'école de médecine, où j'étais allée consulter une thèse de médecine légale, pareil sur les homicides conjugaux. J'ai regardé le tableau dans lequel il y a tous les noms des étudiants morts pendant la guerre. Et puis je suis tombée sur un Le Chevalier et je me suis dit ce sera le nom de famille d'Étienne, avec en plus cette idée en filigrane d'une charge chevaleresque qui devrait peser sur les hommes. Voilà. Et Violette vive, il se trouve que les femmes dans la vie d'Étienne, ça se voit à peine dans le roman, mais elles ont des noms de fleurs. Donc il y a Violette. À un moment donné, il mentionne une femme avec qui il a failli habiter qui s'appelle Rose et sa mère s'appelle Dahlia. Oui. Voilà. Et donc, il y a dans une des dernières phrases du livre, que je ne vais pas divulgacher, il y a un clin d'œil à cela. Donc Violette, et puis dans Violette, il y a aussi le viol. Il y a ce de mélange d'un mot très dur avec ce être très, très léger, très, très fleuri. Mais personne ne l'appelle Violette, tout le monde l'appelle Vive, c'est son surnom. Et parce que je voulais qu'elle porte cet élan vital tout le long du texte, même si on sait dès le premier paragraphe qu'elle va mourir. Je pense qu'il y a cette idée d'une certaine place pour les femmes qui serait décorative et donc quelque chose qu'on les inciterait à être, du coup c'était un clin d'œil un peu ironique. Alors dans ce livre justement vous êtes dans la tête d'un homme et qui plus est d'un potentiel tueur comme nous tous finalement, n'importe qui. Comme tout le monde, on est tous un potentiel tueur tant qu'il ne s'est rien passé. Mais, oui. Pourquoi vous êtes-vous mis dans la tête d'un homme plutôt que de Violette par exemple ? Ça s'est imposé tout de suite. Je voulais écrire sur l'homicide conjugal, je voulais aller jusqu'au bout de ce thème-là. Enfin, je voulais absolument suspendre tout jugement moral, être dans une forme d'honnêteté avec mes personnages, sachant que Étienne n'a aucun antécédent de violence. C'est important. Il ne s'agit pas d'un texte sur la violence conjugale. Pas du tout, c'est un autre thème, c'est le thème justement d'un déraillement paroxystique. Et je me suis dit que l'endroit de l'écriture, de la justesse, de l'honnêteté pour mes personnages et pour le lecteur serait d'être dans la tête de celui qui passe à l'acte. Comprendre, c'est ça, c'est prendre avec soi. Et donc prendre avec soi, c'était se mettre dans la chair de l'autre, dans la chair d'Étienne, et de l'accompagner jusqu'à cette issue. Alors très vite, on comprend aussi qu'Étienne est Monsieur Tout-le-Monde. D'ailleurs, je me suis dit peut-être Étienne, c'est parce que c'est un nom assez commun. Pas si fréquent, Étienne. Donc Étienne se sent invisible, il trouve son existence trop pâle, ce sont vos mots. Il y a un moment, page 56, vous dites même qu'il a échoué sa maîtrise à un cheveu. Oui. Je pense que si on dissèque votre livre, il y a plein de petits clins d'œil, oui. Notamment parce que vous choisissez vraiment vos mots avec soin et précision. Vous donnez aussi des couleurs aux mots.
J'ai remarqué. Oui. Page 49, vous parlez de la couleur qui coupe les yeux, quelque chose comme ça. Page 108, il y a la couleur orange du Pérou. Page 129, il y a le bleu. Je ne sais plus, j'ai plus noté, mais voilà. Alors c'est pas moi, c'est Étienne, effectivement, oui. puisqu'on est dans sa peau. Il est monsieur tout le monde et en même temps, on est tous monsieur tout le monde et chaque monsieur tout le monde a des particularités intenses. Donc en fait, il y a cette fausse idée de la banalité. Qu'est-ce que c'est la banalité ? En fait, on est tous la banalité pour quelqu'un d'autre et par ailleurs, la banalité, elle est toujours prête à exploser à chaque instant. C'est pour moi un des cœurs du romanesque. Et Étienne, oui, c'est quelqu'un de très méticuleux, un peu rigide, qui a une passion pour son métier de la correction. La correction, c'est de remettre droit ce qui est tordu, ce qui est baroque. Hein. Et en même temps, il a cette particularité d'une forme de synesthésie, à savoir qu'il associe des couleurs aux mots. Et les mots, ce sont son outil de travail, puisqu'il est correcteur. Et c'est quelque chose qui existe réellement chez certaines personnes, et notamment aussi avec les chiffres. Il y a des gens qui voient les chiffres en couleur, des gens qui voient les mots en couleur, et je pense même que quand ils sont enfants, ils pensent que c'est le cas pour tout le monde et que c'est après, ils se rendent compte que non, c'est une particularité qu'ils ont. Et je trouvais ça intéressant parce que ça montrait cet attachement qu'a Étienne aussi pour le langage, cet investissement, et qu'il le vit jusque dans sa chair même. Il y a des couleurs qui l'agressent, il y a des couleurs qui l'apaisent, et ça dit aussi quelque chose de son intranquillité. C'est peut-être monsieur tout le monde Étienne, mais en fait il est dans une forme de mise sous tension permanente. Il attend beaucoup du regard des autres parce qu'il a l'impression qu'on ne le voit pas. C'est ça. Donc il attend peut-être plus encore du regard des autres parce qu'il en peut plus d'être celui qu'on ne remarque pas. Et ce que vous dites aussi, c'est ça, il se complémente avec sa femme Vive, qui elle est l'inverse de lui. Ils sont très différents. Effectivement, Vive est une femme qu'on remarque. Elle prend de la place, elle est enthousiaste, elle est fantaisiste, elle parle fort. Mais j'ai souvent observé ça dans les couples, c'est souvent l'alliance de deux âmes très souvent très antithétiques. Enfin voilà, les couples sont rarement une répétition du même. Et c'est ce qui fait justement ces paradoxes intrigants qui sont l'espace de la sphère amoureuse. Et ils ont chacun trouvé chez l'autre un pays qui leur faisait du bien. Étienne, peut-être qu'il trouve dans cette façon d'être au monde débridé, un endroit qui lui est impossible, interdit, et ça lui fait du bien. Elle trouve aussi chez Étienne quelqu'un de stable, quelqu'un qui n'aime pas l'inattendu, mais il y a quelque chose de rassurant aussi là-dedans. Ah ça, il n'aime pas l'inattendu. Non, il n'aime pas trop. Et pourtant, cette semaine va être très inattendue par sa faute. D'ailleurs, le fait qu'il aime Mahler et qu'ils aillent écouter de la musique classique à des dates précises, est-ce que c'est quoi? C'est le symbole de la demande en mariage, Mahler, enfin, sans spoiler, ou est-ce qu'il y avait un autre clin d'œil? Disons que pour montrer sa Étienne rigidité. Le Chevalier adore Gustave Mahler. Il se trouve qu'effectivement, on va comprendre, mais j'en dis pas trop, qu'il a demandé sa femme en mariage sur un concert de Mahler des années plus tôt. Et il se trouve que cette semaine-là, qui commence dans le roman, qui commence un lundi, le mardi, il y a ce concert de musique classique tous les mardis. C'est la 5e symphonie de Gustave Mahler. Et Vive va commettre l'irréparable en lui posant un lapin, en ne se rendant pas au concert. Et c'est littéralement pour Étienne un acte de guerre. Pourquoi j'ai choisi Mahler? Parce que il est fan de musique classique, il connaît très bien, c'est un mélomane très très pointu. Pour ce concert manqué qui était si important dans le texte, j'ai hésité entre Schumann et Mahler parce que j'avais leur couple en tête. Parce que Gustave Mahler, c'est Gustave et Alma Mahler, et Schumann, c'était Clara et Robert Schumann. Et en fait, j'avais envie d'inscrire des couples dans des couples, des filiations amoureuses. Et il se trouve que la 5e symphonie, Mahler l'écrit, commence, puis rencontre Alma et termine la symphonie. Donc les spécialistes dont je ne suis pas se posent la question du rapport amoureux dans l'écriture même de cette symphonie-là. Très bien. Alors j'ai adoré cette phrase, page 88. Un mot a une valeur performative ouais. Quand sa portée sémantique l'accomplit à l'instant même de sa prononciation.
Est-ce que... Oui, une valeur performative, c'est typiquement quand on dit « je te jure ». Je te jure. Oui. Et ben, à l'instant où on dit ce mot-là, il est performatif dans le sens que le serment est accompli au moment même de la prononciation du mot. Voilà, c'est un mot qui porte dans sa prononciation la substance de ce qu'il incarne. Et effectivement, savoir ce genre de choses, comme le dit Vive, vivre avec Étienne Le Chevalier, c'est savoir ce genre de choses parce que c'est quelqu'un qui discute beaucoup de grammaire, de syntaxe, de réflexion sur les termes et qu'en même temps, ça lui a beaucoup plu et en même temps, il y a des moments où ça l'angoisse. Ça déborde. Comme dans tous les couples. C'est ça. On déteste ce qu'on a adoré et puis la vie est longue. L'amour, c'est quelque chose qui s'endure avec le temps et qui évolue, parce qu'on évolue. J'adore votre couverture, qui est magnifique, je trouve. Donc, il y a, on va la montrer, voilà. Il y a la couleur rouge, j'imagine. Est-ce que c'est par rapport au sang ? Il y a le coup de peinture. Est-ce que c'est par rapport à Picabia ? Non, mais oui, non. C'est important, comme on est dans le corps d'Étienne, dans la tête d'Étienne tout le long du texte, ce que je trouvais important, c'est qu'il y ait la femme en couverture. Qu'on recentre ça et que lui disparaisse. Je voulais que ce soit la silhouette. Et important, elle est de 3/4, on ne voit pas son visage parce que, d'une certaine manière, c'est comme ça qu'Étienne perçoit les choses, il ne la voit plus réellement. On voit plus sa coupe de cheveux. Et oui, il ne voit plus qu'il est allé chez le coiffeur, mais Ouais. au-delà de ça, c'est qu'il y a cette idée d'une cécité. Il ne perçoit plus sa femme dans tout ce qu'ils ont construit ensemble. Tout d'un coup, sa fureur, sa paranoïa prend le dessus. Donc je voulais en même temps que Vive soit sur la couverture, enfin, métaphoriquement, et en même temps qu'on se rende compte qu'elle est effectivement de 3/4 parce qu'Étienne ne la voit plus. Et par ailleurs, cette peinture qui vient oui, mais anéantir aussi le visage. Et que Étienne va tuer sa femme de 37 coups de couteau, c'est même pas qu'il la tue, c'est qu'il l'efface, c'est qu'il l'anéantit. Et donc voilà, et puis, par ailleurs, je trouve que la photo était très belle. Très belle. Et le rouge est en même temps la couleur de l'amour et de l'effusion, du sang aussi. Donc voilà, je trouvais que c'était un... Est-ce que vous auriez le courage de nous lire un petit extrait ? Bien sûr. Quand Étienne Le Chevalier s'indigna à part lui que le serveur du Petit Brésil le reluqua encore une fois d'un drôle d'air, nous étions lundi dernier aux alentours de 17h30. Étienne avait comblé sa matinée de correction sur le manuscrit d'un auteur dont il poussait au paroxysme la joie mauvaise de détester le travail. Il avait avalé vers 13h une omelette debout dans sa cuisine, accompagnée d'un morceau de roquefort. Et à l'heure du café, il était parti pédalant en direction du Petit Brésil, l'humeur joviale, car une seconde journée débutait pour lui, dévolue à son projet personnel, qu'il jouissait encore de tenir en toute clandestinité, habillant l'escapade d'un charme secret. Il était alors impossible d'imaginer que 3 jours plus tard, dans la nuit de jeudi à vendredi, Étienne tuerait sa femme. Merci Claire Berès. Merci beaucoup. Alors pour finir, je reviens vers vous. Alors, il faut répondre spontanément, c'est pour mieux vous connaître. D'accord. Rapidement, et je n'en doute pas que vous allez le faire. Alors, si vous étiez une couleur, Bleu. une peinture, je suis obligée. Ah là là, une peinture de Frida Kahlo. Ah oui, je suis obligée. Une musique, Un roc endiablé, un voyage, au coin de la rue. un livre, Les poèmes saturniens de Verlaine. une citation. Ça, c'est peut-être un peu compliqué. Une citation, voici venir ces mots qui portent à leur cime une lueur étrange. Un animal, Un animal, un hérisson. un parfum. Un parfum, parce que il y a une histoire de parfum aussi dans le livre. Oui, tout à fait. Un parfum que j'aime beaucoup qui s'appelle Voyage. Ah, pas Chalimard. Non. Bon, bah, merci beaucoup Claire Berès, c'était un plaisir. Merci beaucoup, plaisir pour moi. À très bientôt. À très bientôt.